إلى العروض الجامعية. في العروض الجامعية سنوزع العرض الذي أعده طلاب المعهد العالي للأعمال الإزاء، بينما أوجب طارئ اعتذار طلاب جامعة روح القدس الكاثوليك عن تقديم العرض الخاص بهم، لكنهم أرادوا المشاركة معنا. والآن إلى عرض طلاب الجامعة اللبنانية كلية إدارة الأعمال في الأشرفية تقدمه الدكتورة ريما سليلاتي. تفضل. Avant de commencer la présentation, comme M. Yazbek vient de dire, que effectivement, je présente l'université libanaise, mais je peux me permettre aussi de dire que je suis une ancienne diplômée de l'ESA et aussi je suis fière de faire cette présentation à l'école de l'ESA. Donc, ma présentation, elle va principalement parler des nouvelles règles prudentielles de Bâle III et de leur implication pour les banques. En effet, on sait que le 12 septembre 2010, de nouvelles règles ont été annoncées par le comité de Bâle III. Ces règles, effectivement, malgré un manque de visibilité sur les caractéristiques définitives de certaines mesures, il est bien évident que ce nouveau dispositif aura des impacts significatifs sur les conditions d'exercice du métier de banquier. Donc, messieurs les banquiers, vous allez voir votre métier principalement changer avec Bâle III. Ces règles aussi doivent permettre de créer les conditions de la stabilité financière. On note aussi qu'avec Bâle III, la réglementation bancaire qui était d'inspiration purement microéconomique prend maintenant une dimension macroéconomique. Comme vous voyez ici les piliers de Bâle II et les piliers de Bâle III. Vous remarquez que les piliers de Bâle III sont plus grands et surtout le premier pilier, il est plus gros même parce qu'il regroupe tout ce qui est relatif aux nouvelles réglementations, les ratios qu'on doit appliquer, qu'on doit traiter. Donc, au programme de cette présentation, la toute dernière actualité relative aux nouvelles règles prudentielles de Bâle III et de leur implication sur les banques. De leur implication sur les banques au niveau, premièrement, de l'amélioration de la qualité des fonds propres, du renforcement de la quantité des fonds propres, de l'amélioration de la gestion de liquidité, de la maîtrise de l'effet de levier et de la couverture des risques du portefeuille de négociation. Donc ici, vous voyez l'architecture de Bâle III principalement basée sur ces trois points. En effet, en premier, Bâle III vise à améliorer la qualité des fonds propres, en se disant pour permettre aux établissements bancaires de renforcer leur capacité à absorber les pertes et éviter donc par la suite tout ce qui est arrivé à Lehman Brothers, etc. Donc on note une augmentation du niveau du tiers 1 de 4 à 6% et spécifiquement une augmentation du noyau dur des fonds propres de base à 4,5%, ce qui implique une amélioration de la qualité, vu que le cœur du tiers 1 est constitué principalement d'equity, d'actions. De même, on remarque que, comme la crise financière l'a illustré, et Monsieur le gouverneur, Dr Torbey, tout le monde en a parlé aujourd'hui, la crise financière a montré que, effectivement, le secteur bancaire avait besoin d'une quantité supérieure de fonds propres. Donc, Bâle III a aussi exigé le relèvement des exigences en fonds propres. On trouve une intégration de ce qu'on a appelé un matelas de sécurité de 2,5, intégration de ce matelas au niveau du cœur tier 1, donc au niveau du noyau dur des fonds propres, et donc une augmentation du ratio de solvabilité de 8 à 10,5%. De même, on note pour effectivement en augmentation de la quantité des fonds propres une mise en place à la discrétion du régulateur national d'un coussin de sécurité qu'on va appeler coussin contracyclique
qui a pour but de faire face à un risque sectoriel. Toutes ces mesures, que ce soit au niveau de l'amélioration de la qualité ou bien de la quantité des fonds propres, va avoir des implications pour les banques. Premièrement, les banques vont être obligées de suivre une politique d'augmentation de capital, une politique de distribution de dividendes restrictive tant que le ratio minimal des fonds propres de base ne sera pas éteint. En plus, les banques vont être incitées à émettre d'instruments convertibles en actions et la conversion de ces actions une fois le niveau de leurs fonds propres tombé au-dessus d'un seuil prédéterminé. De même, au niveau de la quantité des fonds propres, ceci va impliquer pour les banques le ciblage d'un niveau minimal de 9% pour le ratio du noyau dur des fonds propres. Pas seulement de 7%, de 9%. Et en plus, la mise en place d'une politique de gestion des fonds propres permettant d'atteindre à moyen terme un ratio de solvabilité compris entre 13 et 15% pour pouvoir faire face à tout ce qu'ils vont avoir comme problème. Et ça va impliquer pour les banques aussi une incitation à se séparer de certains actifs qu'on appelle les actifs consommateurs de fonds propres. Ils auront tendance à investir dans d'autres types d'actifs. Ces banques donc, doivent chercher à avoir une feuille de route à suivre, un plan de réflexion. Ils doivent mener une réflexion sur les activités qui impactent principalement le ratio. La direction doit être incitée à participer plus aux décisions relatives à l'allocation du capital. Ils doivent chercher à définir leur objectif en capital cohérent et quantifié. Ils doivent chercher à identifier les leviers, à actionner le cas échéant pour ajuster la consommation de capital. Les responsables des banques doivent principalement chercher à vérifier que l'organisation est conçue de façon à pouvoir mesurer et gérer le capital et les besoins en capital sur une base régulière. En plus, elles doivent pouvoir évaluer les coûts. Quel type de coûts? Principalement les coûts découlant des changements en besoin de capitaux pour certains produits. Et bien sûr, mettre en place un plan relatif à ces mesures-là. Si effectivement les banques recherchent une optimisation au niveau de la gestion de leurs fonds propres, sous BAL 3, ils doivent revoir l'allocation en capital des différents métiers et son allocation aux exigences de BAL 3. Ils doivent s'assurer de la prise des implications de BAL 3 sur les nouveaux métiers et s'interroger sur l'éventuelle cession ou restructuration des activités hors du cœur de métier, même si cette cession doit être inévitable. Ils doivent aussi penser à introduire des capitaux extérieurs dans la structure spécialisée, examiner la performance des modèles d'évaluation existants. Je parle de Internal Rate-Based Advance. On va aller voir que, effectivement, est-ce que les méthodes qu'ils appliquent sont toujours valables pour BAL 3? Revoir la qualité des données utilisées pour déterminer le niveau des exigences en capital. Ça, c'est au niveau de tout ce qui est gestion des fonds propres. BAL 3 aussi envisage l'introduction d'un ratio de liquidité à court terme. L'exigence minimale est de 100%. Le but est de favoriser ce qu'on appelle la résistance immédiate des banques à une éventuelle situation d'illiquidité, indirectement pour éviter de se trouver là où ils sont maintenant. De même, BAL 3 envisage l'introduction d'un ratio à long terme pour remédier aux asymétries de financement et inciter les banques à recourir à des ressources qu'on va qualifier comme ressources stables pour financer leur activité. Voilà, ça c'est au niveau
de la liquidité dans le cadre de Bâle III. Ceci aussi va impliquer pour les banques, pour gérer le ratio de liquidité à court terme, de devoir maintenir en permanence un stock d'actifs de très haute qualité, permettant à la banque de supporter au moins pendant 30 jours une crise de liquidité caractérisée par la dégradation de la notation de l'établissement, la perte d'une partie de ses dépôts, la fermeture de l'accès au financement structuré, l'arrêt du refinancement interbancaire. De même, les banques devront être amenées à investir dans ce qu'on appelle les titres d'État ou bien dans la dette privée très bien notée pour qu'ils deviennent très liquides. Au niveau de la gestion du ratio de liquidité à long terme, les banques doivent principalement chercher à diversifier leurs sources de financement afin de réduire toute dépendance à un type particulier de ressources et ils doivent chercher à détenir toujours un montant élevé de ressources à moyen terme. Et donc ceci est indirectement coûteux pour les banques. De même, donc qu'est-ce que les banques doivent être amenées à faire? Les banques doivent être amenées à analyser l'impact de toutes ces règles en matière de liquidité sur leur rentabilité. Elles doivent principalement suivre les évolutions réglementaires de liquidité, déterminer les paramètres de gestion de risque de liquidité et identifier les systèmes et les modèles qui seront compatibles avec les nouvelles dispositions. Le troisième point, c'est effectivement le fait que Bâle III a introduit un nouveau ratio de capital visant à maîtriser la croissance des bilans. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Effectivement, l'effet de levier aussi a été un facteur très important au niveau de la dégradation de la situation des établissements bancaires durant la dernière crise bancaire. Ce ratio, il se caractérise par le fait qu'il n'y a pas pondération des actifs suivant leur risque. Ceci, donc, pour pouvoir respecter les conditions exigées par Bâle III au niveau de la maîtrise de l'effet de levier, les banques seront amenées indirectement à réduire leur activité de prêt. Ils seront aussi amenés à se séparer de tous les actifs à faible marge et sûrement amenés à être obligés de détenir un ratio supérieur au ratio défini par les régulateurs sous la pression du marché et des agences de notation. Comme pour le noyau dur des fonds propres, ça ne va pas être 7%, le ciblage doit être au minimum de 9%, le ratio de solvabilité minimum, ça va être entre 13 et 15%. Aussi, ils vont se trouver dans l'obligation de travailler sur un niveau d'un ratio pour maîtriser l'effet de levier supérieur même à celui exigé par Bâle III. Il reste encore un point relatif à la couverture des risques de portefeuille de négociation. On a déjà parlé, plusieurs représentants ont dit qu'effectivement, un des éléments essentiels de la crise, c'est les opérations de titrisation qui ont été effectuées. Donc, Bâle III, qu'est-ce qu'il décide? Il exige le renforcement des exigences en capital au titre de toutes les expositions logées dans le portefeuille de négociation, y compris les expositions de titrisation. Donc, il faut qu'effectivement ces expositions soient couvertes. Donc, qu'est-ce que Bâle III demande aux banques de faire? Elle leur demande une meilleure prise en compte du risque de corrélation entre les institutions financières, l'incitation à l'utilisation de ce qu'on appelle les chambres de compensation pour les instruments dérivés. Il n'y a plus d'opérations over the counter,
au contraire, s'ils vont faire ces opérations, ils vont être pénalisés. Et comment les banques vont être pénalisées? Ça veut dire on va leur demander des exigences supérieures au niveau du capital. En plus, on va trouver une obligation au niveau de banque pour effectivement augmenter leurs exigences en matière de gestion de risque de contrepartie. C'est pour ça, Dr Saad, il a dit, présenter les banques qui sont obligées maintenant de prendre en considération les départements de risk management, etc. Qu'est-ce que ceci impliquerait pour les banques? Les banques doivent revoir toutes les activités qui se trouvent à l'intérieur du portefeuille de négociation. Les banques seront amenées à réduire le volume des transactions entre elles, vu que chaque fois qu'elles vont faire des relations de transactions entre elles, elles vont être obligées de payer plus de capital. Et quoi encore? Améliorer la gestion et le contrôle du risque de contrepartie. Effectivement, cette BAL 3 ne peut pas facilement être appliquée dès maintenant. La solution 2013 pour arriver en fin de route que les banques libanaises soient prêtes pour faire ce travail. En conclusion, est-ce qu'il y a des limites? Même pour BAL 3, sûrement, comme toute réglementation, il y a des limites. Limites qui concernent l'évaluation du risque, qui reste toujours peu viable, les exigences de fonds propres qui restent trop faibles, effectivement un système bancaire parallèle non régulé. On trouve que les banques seules doivent appliquer BAL 3, tandis que le marché financier, il y a d'autres acteurs. Il y a le hedge fund, il y a les sociétés d'investissement, c'est tout. La réglementation de BAL 3 seulement s'applique sur ces institutions, ce qui est une limite. Et on trouve aussi une régulation insuffisante pour les établissements systémiques, ce qui est très grave vu que la crise financière de 2007 a été déclarée comme une crise principalement systémique. Merci.